La Commission de la culture et de l'éducation reprend maintenant ses travaux. Donc, je souhaite la bienvenue aux représentants de la Fédération autonome de l'enseignement. Donc, nous avons Mme Isabelle Lebrun, conseillère aux relations de travail, Mme Mélanie Hubert, présidente, Mme Annie-Christine Tardy, vice-présidente à la vie professionnelle, ainsi que M. Yves Cloutier, conseiller à la vie professionnelle. Donc, bienvenue. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à une période d'échange avec les membres de la commission. Donc, je vous invite à vous présenter et à nous faire part de votre exposé. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, comme on l'a dit, je suis Mélanie Hubert, la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, et je suis accompagnée de Madame Annie-Christine Tardy, la vice-présidente à la vie professionnelle, Monsieur Yves Cloutier, conseiller, et Mme Isabelle Lebrun, conseillère. La Fédération regroupe 9 syndicats qui représentent plus de 66 500 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle. Et on est dans les régions de l'Outaouais, de la Montérégie, des Basses-Laurentides, de Laval, de Montréal, de l'Estrie et finalement de la capitale nationale. Nous vous remercions de nous entendre aujourd'hui concernant le projet de loi 47 et d'entrée de jeu, nous saluons la volonté du ministre de vouloir rendre les milieux scolaires plus sécuritaires, de vouloir mieux protéger les élèves. Les 3 missions de l'école publique ne peuvent se réaliser que dans un milieu d'apprentissage sûr et sécurisant. Et comme membre d'une profession à majorité féminine, les enseignantes sont bien au fait des conséquences néfastes de la violence. Elle n'a pas sa place dans les établissements scolaires et il n'y a pas de débat, je pense, à avoir là-dessus. Le maintien d'un climat sain dans les établissements est une responsabilité partagée par l'ensemble des personnes qui fréquentent les établissements. Il nous apparaît nécessaire de poursuivre dans la foulée de la loi sur le protecteur national de l'élève, la loi qu'on appellera la LPNE pour la suite des choses. Depuis l'implantation de la LPNE en août 2023, le réseau de l'éducation a quand même bénéficié d'un changement de régime en ce qui concerne la protection des élèves, particulièrement pour le traitement des plaintes et des signalements. On mesure mieux les progrès qu'on a accomplis quand on parcourt le fameux rapport d'enquête de portée générale sur la gestion administrative des inconduites sexuelles et des comportements inadéquats qui ont fait objet de nombreux dysfonctionnements administratifs quand on regardait ce qui se passait dans les organismes scolaires. Les paramètres de gestion de ces inconduites-là sont désormais différents sous le nouveau régime. Alors, ces changements positifs ne sauraient compenser, à notre avis, la nécessité d'une intervention de l'État pour prévenir et combattre les violences plus spécifiques à caractère sexuel dans le réseau. Il est grand temps d'offrir aux élèves du secteur, des jeunes, des adultes et de la formation professionnelle les protections du même ordre que celles qu'on offre en enseignement supérieur. Et c'est pour ça qu'on recommande l'adoption d'une loi cadre qui sera applicable. Pour le reste du mémoire, je vais laisser la parole à Mme Tardy qui va nous présenter un peu les recommandations que nous avons faites dans le mémoire. Oui. Alors, Mesdames, Messieurs, membres de la Commission, bonjour. La FAE constate les perspectives d'amélioration ouvertes par le projet de loi numéro 47. Nous émettrons tout de même des suggestions constructives pour que ce projet de loi puisse mieux atteindre l'objectif de renforcer la protection des élèves en améliorant les encadrements applicables. Nos constats et nos recommandations se limiteront aux modifications à la LIP et à celles concernant le personnel enseignant. D'abord, nous tenons à souligner notre accord avec les articles qui visent à renforcer l'utilisation, la diffusion et la mise à jour des codes d'éthique dans le réseau de l'éducation. Bon nombre de projets pédagogiques particuliers exigent un apport de personnel externe à l'école dont les critères d'embauche, de sélection et de supervision ne sont pas équivalents à ceux des autres personnels du réseau de l'éducation. Dans ce contexte, l'application du code d'éthique aux membres de son personnel et à toute personne appelés à œuvrer auprès des élèves mineurs ou à être régulièrement en contact avec eux est nécessaire. Ainsi, la FAE recommande de conserver les articles 2 et 6. Le projet de loi propose dans plusieurs articles le concept de comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. Ce concept nous apparaît mal défini et par conséquent difficile à mettre en œuvre puisqu'étant essentiellement de nature déclaratoire, c'est-à-dire laissé à l'appréciation arbitraire d'un tiers. Les dispositions de la Loi du protecteur national de l'élève et celles de l'article 26 de la LIP offrent à la fois plus d'efficacité, plus d'équité et plus de clarté au regard de l'objectif, soit la protection des élèves. Ainsi, la FAE recommande de biffer ce concept du projet de loi. Le projet de loi propose l'ajout d'un nouvel article 262 à la LIP.
Celui-ci obligerait tout employé d'un centre de service scolaire à signaler au ministre une faute grave, un acte dérogatoire ou un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. L'objectif de l'éventuel article 262 est déjà atteint, selon nous, dans le cadre législatif en vigueur. En plus de la vérification des antécédents judiciaires, le personnel enseignant est visé par l'article 26 de la LIP. Celui-ci prévoit déjà que toute personne physique peut porter plainte au ministre contre un enseignant pour une faute grave commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante. L'éventuel article 262 nous apparaît donc superflu et ferait double emploi avec le libellé de l'article 26 de la LIP. Une plainte pour une faute grave commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou pour un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante couvre plusieurs situations. En effet, quoiqu'il n'existe pas la définition dans la LIP, la jurisprudence a établi certains guides pour déterminer la nature de ces actes. Cette même jurisprudence a établi des attentes très élevées à l'égard du personnel enseignant et celui-ci doit maintenir une conduite exemplaire en raison de la position extrêmement importante qu'il occupe dans la société. Certains comportements, ne relevant pas du code criminel mais étant préjudiciables pour l'élève, sont déjà visés par les dispositions existantes. À titre d'exemple, faire publiquement des déclarations racistes et discriminatoires, et ce, même en dehors des heures de travail, crier, menacer les élèves ou encore avoir des attitudes envers les élèves visant à instaurer un climat de peur par la voie de l'intimidation. Toutes ces conduites peuvent faire l'objet d'une plainte en vertu de l'article 26 et bien d'autres. Nous craignons donc, par cet éventuel article 262, une possibilité de régime parallèle à celui existant en vertu des dispositions de la LIP et de la LPNE. La FAE recommande donc de biffer cet article du projet de loi et réitère l'importance d'utiliser adéquatement l'article 26 et les dispositions de la LPNE. Quant à l'article 263 de l'article 5 du projet de loi, la FAE recommande de le biffer. Vous n'êtes pas sans savoir que le projet de loi numéro 42, présentement à l'étude, traite entre autres de la question de la caducité des sanctions disciplinaires dans le cadre des contrats de travail. Si un encadrement est nécessaire à ce sujet, il devrait passer par le biais de la loi sur les normes du travail plutôt que la loi sur l'instruction publique. Cela garantirait ainsi une uniformité de l'application, et ce, dans tous les milieux de travail. Cela étant dit, il nous semble possible d'améliorer le processus de l'article 26 et des dispositions connexes de la LIP. D'une part, en améliorant les délais avec le processus de l'article 26. En effet, dans tout processus de plainte ou de signalement, les délais de traitement et de réponse constituent un élément crucial. Conséquemment, les délais en lien avec le processus de l'article 26 peuvent être améliorés en les réduisant. D'autre part, l'article 26 devrait permettre aux personnes ayant porté plainte et aux personnes visées d'être accompagnées par une personne de leur choix. Finalement, nous tenons à souligner que les personnes responsables de la supervision du personnel échappent à l'attention de ce projet de loi destiné à mieux protéger les élèves. Et ce, malgré le contenu accablant du rapport d'enquête de portée générale sur la gestion administrative des inconduites sexuelles et des comportements inadéquats à l'égard de leur travail. Voici quelques exemples de constats présentés dans le rapport à la suite d'enquête. Démarche sommaire de vérification de référence, appréciation de rendement incomplète du personnel, documentation lacunaire de la part du centre de service scolaire, vérification d'antécédents judiciaires bâclés, informations non transmises par une direction, formation déficiente des directions d'établissement, processus laxiste d'embauche et d'évaluation des cadres, inaction de la part de la haute direction, cadre de gestion d'antécédents judiciaires non respectés. Le maintien de climat sain dans les établissements scolaires exige un travail soutenu et quotidien. Des mécanismes permettent déjà d'accomplir les objectifs du ministre. Le personnel cadre doit utiliser pleinement les outils à sa disposition et exercer les responsabilités que ce même cadre législatif et réglementaire lui confère. Alors, en conclusion, l'entrée en vigueur de la loi sur le protecteur national de l'élève à l'automne dernier a instauré, de notre point de vue, un processus de plainte et de signalement assurant une meilleure protection des élèves, tout en conservant le processus de plainte qui était déjà existant pour le personnel enseignant.
Nous croyons que certains éléments du projet de loi 47, notamment un code d'éthique et toute son application, permettraient de renforcer la sécurité des élèves et leur protection. Et parallèlement, la FAE recommande qu'une loi cadre sur les violences à caractère sexuel, soit adoptée afin notamment de faire davantage de prévention, de mieux accompagner les victimes et éventuellement éradiquer ce type de violence. Une loi cadre compléterait ainsi les mécanismes mis en place dans la loi sur le protecteur national de l'élève ainsi que ceux visés par l'article 26 de la loi sur l'instruction publique. Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre présentation. Merci infiniment pour cet exposé. Nous allons débuter la période d'échange. Donc, Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bienvenue. Merci d'être présent aujourd'hui. Je voulais juste vous signaler que le Code d'éthique s'applique à tous les employés, y compris les cadres. Les cadres sont visés par l'article 3 du projet de loi, là. Quand on dit le centre de service scolaire doit se doter d'un code d'éthique applicable aux membres de son personnel, c'est tout le personnel, y compris les cadres. Donc, ils sont assujettis au code d'éthique et donc aux éventuelles sanctions qui pourraient découler d'un manquement au code d'éthique. Je voulais juste vous le signaler. Par rapport à l'article 1 dont vous recommandez le retrait, j'aimerais ça que vous m'expliquiez avec davantage de détails pourquoi vous souhaitez qu'il soit retiré. Parce que la raison pour laquelle nous l'avons inscrit au projet de loi, c'est que, comme vous le savez, sans doute, actuellement, si une plainte n'est pas écrite et assermentée, elle n'est pas recevable. Et donc, je peux me retrouver dans des situations où il y a une situation qui est décrite dans les médias avec moult détails. Il y a des témoins ou plaignants qui sont cités et dans l'état actuel de la loi sur l'instruction publique, ce n'est pas possible pour moi de saisir le comité d'enquête. Je ne peux pas demander au comité d'enquête d'aller vérifier s'il y a faute grave, s'il y a eu un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la fonction enseignante, parce que je n'ai pas de plainte formelle. Et donc, l'article 1 vise justement à faire en sorte que je puisse déclencher un comité d'enquête qui ira vérifier le fondement des informations et qui me permettra éventuellement de suspendre ou même de révoquer le brevet ou l'autorisation d'enseigner. J'ai parlé de brevet depuis le début des travaux de la commission ce matin, mais entendez bien, quand je parle de brevet, c'est le brevet parmi les autres autorisations d'enseigner qui sont concernées donc par l'application de l'article 26. Ce que dit l'article 26, c'est que la plainte doit être écrite, motivée et faite sous serment. Mais parfois, j'ai des personnes qui vont parler à des journalistes sous le sceau de la confidentialité. Ils sont entre guillemets, enfin, les citations sont entre guillemets, ça me semble sérieux. Parfois, c'est étayé par plus qu'une personne, par plus d'un témoignage, et je ne peux rien faire. Et ça, à mon avis, ce n'est pas acceptable. Donc, je m'explique mal pourquoi vous souhaitez retirer l'article 1, si vous me permettez de vous poser la question. Je vous écoute. Oui, eh bien, en fait, on comprend parce qu'on sait que vous parlez d'une situation vécue. Donc, mais c'est que maintenant, il existe la loi sur le protecteur national de l'élève. Selon nous, ça répond. En fait, c'est pas judicieux et c'est pas souhaitable qu'une personne passe par un journaliste pour faire connaître une situation. On s'entend là-dessus. Normalement, on devrait utiliser les processus en vigueur et je pense que c'est ce qui est souhaité par la mise en place du protecteur national de l'élève et la promotion de cette personne et de son rôle pour que les gens puissent passer par cette personne-là. S'il reçoit une plainte, un signalement qui est en lien avec des fautes graves ou actes dérogatoires ou tout ça, en fait, ce qu'il reçoit, il peut soit le diriger vers les ressources humaines dans le cadre d'un cadre disciplinaire, mais si c'est autre chose,
il peut vous le référer. Et vous, dans la LIP, vous pouvez interpeller le plaignant pour lui demander s'il a l'intention de porter plainte ou pas en vertu de l'article 26. Parce que là, ici, il faut comprendre que le 28.1 ne touche que les enseignants. Ce qui serait peut-être différent si ça touchait tout le monde, là. Mais il existe l'article 26 et le protecteur national de l'élève va vous interpeller. Donc, et vous devrez demander à la personne son intention de porter plainte ou pas. Fait que, nécessairement, la personne, moi, si elle a parlé à un journaliste sur le sceau de la confidentialité, puis elle donne des détails. D'abord, quand vous dites on souhaiterait qu'elle n'ait pas parlé à un journaliste, mais qu'elle se soit adressée, qu'elle ait porté plainte formellement au ministre, comme le prévoit la loi, ou qu'elle se soit adressée au protecteur national de l'élève, vous comprenez, moi, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Là. Moi, je me retrouve avec un témoignage dans les médias qui semble crédible, qui est appuyé avec des détails, etc., etc. Et actuellement, je n'ai pas le moyen de déclencher un comité d'enquête. Et ça, pour moi, c'est très problématique parce que je peux me retrouver dans une situation où les gens disent, bien voyons donc, c'est partout dans les médias, il y a une ou des personnes qui témoignent, les détails sont là, faites quelque chose, Monsieur le ministre. Et puis moi, j'attends la plainte formelle. Je n'ai pas de plainte formelle. Et je ne peux pas non plus identifier la plaignante nécessairement. Le média ne rapporte pas nécessairement l'identité de la personne pour des raisons qui lui appartiennent. Et c'est pour ça que l'article 1 existe. Et c'est pour ça également que le projet de loi prévoit, à l'article 7, la possibilité de désigner une personne qui va vérifier si les renseignements qui m'ont été transmis sont fondés, si on veut résumer. Alors, avant d'aller à un comité d'enquête, il y a des informations qui me sont transmises, peu importe le moyen, qui ne constituent pas une plainte formelle au sens de la loi, mais qui sont des informations, des renseignements crédibles. Alors, j'ai la possibilité, en vertu du projet de loi, de déclencher un comité d'enquête, ce que la loi actuelle ne me permet pas. Et le projet de loi me permet également, avant d'arriver au comité d'enquête, de nommer quelqu'un qui pourra vérifier, donc désigner une personne afin de vérifier si les renseignements qui sont en sa possession, donc en la possession du ministre, sont susceptibles de démontrer qu'un enseignant a commis une faute ou a agi de façon dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la profession. Donc, encore une fois, je m'interroge sur la raison pour laquelle vous y voyez un danger ou... Allez-y, Mme Hubert, s'il vous plaît. Bien, en fait, nous, ce qu'on se disait, comment on percevait le rôle du ministre dans l'article 26, c'est un rôle de gardien des processus aussi. Et on a, sans vouloir revenir en arrière, quand on a parlé du projet de loi 23, on s'est positionné en se disant que le ministre de l'Éducation, quel qu'il soit, là, c'est rien de personnel aux gens en place en ce moment, ne devrait pas avoir les mains dans l'ensemble de l'œuvre et dans l'ensemble des cas. Donc, pour nous, l'article 7, qui permettait justement au ministre, puis l'article 478 au sens plus large aussi, donne déjà les pouvoirs au ministre, quand des faits sont portés à sa connaissance, de nommer des gens, de déclencher des enquêtes. Pour nous, ça semblait suffisant. Et d'ailleurs, on a plus loin dans notre rapport, et il y en sera peut-être question plus tard, l'idée de signaler directement au ministre. Pour nous, cette centralisation-là de toutes sortes de situations vers le ministre, c'est peut-être pas ce qui est souhaitable dans notre réseau qui est très gros et qui peut être difficile aussi à gérer. C'était le sens là, de l'amendement de retirer ça, mais on maintenait l'idée du paragraphe 7 de l'article 7 d'élargir la portée de l'article 478 de la LIP. En tout cas, je prends note de vos observations, mais je tenais quand même à vous expliquer la raison pour laquelle nous avons souhaité aller de l'avant. Par ailleurs, quand vous parlez du protecteur national de l'élève, vous avez raison de dire que lorsqu'il y a une plainte qui est acheminée au protecteur national de l'élève en vertu de l'article 26 de la LIP, donc qui prévoit ultimement possible révocation ou suspension du brevet ou de l'autorisation d'enseigner, vous avez raison de dire
le protecteur doit m'en aviser, mais la personne qui a observé, qui a été témoin, peu importe, qui souhaite dénoncer, ne va pas nécessairement passer par le protecteur national de l'élève. Donc, vous avez raison de dire qu'une fois que c'est rendu au protecteur national, ça revient chez nous, il nous en informe. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le citoyen va passer par le protecteur national de l'élève. Et ça se peut que la personne se limite à témoigner, par exemple, auprès d'un journaliste, d'une journaliste, de telle ou telle situation. Donc, on en revient à mon point premier. Si la situation est sérieuse, semble crédible, je dois pouvoir demander à quelqu'un de vérifier les faits ou éventuellement de déclencher un comité d'enquête pour pouvoir, ultimement, si la preuve est fondée, de révoquer ou de suspendre le brevet. Enfin, là-dessus, on a des points de vue divergents, puis je respecte ça. Je peux me permettre, M. le ministre? Oui, bien sûr. Oui, vous avez raison de le mentionner, mais justement, les dispositions de la LPNE étant relativement jeunes, ça pourrait peut-être expliquer une partie là, de la situation. À l'effet que quand ces dispositions-là seront mieux connues, puis tout à l'heure, M. Bernier comparaîtra devant vous, puis il y a toute une fonction qui revient au protecteur national aussi de diffusion puis de promotion du mécanisme de la LPNE. Donc, compte tenu que c'est en place depuis le mois de septembre, peut-être qu'il est trop tôt pour faire le bilan, effectivement, sur l'accessibilité puis la diffusion des informations relatives au processus de plainte et signalement. OK. Les intervenants précédents aussi ont mentionné la multiplicité des voies pour aller vers des plaintes et le traitement de ces plaintes-là. Plus on limitera et plus on pense qu'il y aura un guichet un peu unique, plus ce sera aidant pour la population, les parents, les élèves et l'ensemble du personnel aussi concerné. Ce sera plus facile de s'y retrouver. Donc, évitons de multiplier. Je pense que les intervenants précédents assis ici disaient un peu la même chose à certains égards. Ayons des voies uniques et celle du protecteur national d'élèves, à notre avis, devrait continuer d'être exploitée. C'est nouveau comme législation, mais on pense qu'il y a là quelque chose qui va favoriser la protection des élèves, les enquêtes et surtout les dénonciations obligatoires à d'autres paliers dans le réseau. OK. Par ailleurs, recommandation 4, vous souhaitez biffer du projet de loi le concept de comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves, ce qui est je dirais, la pierre d'assise du projet de loi, ou en tout cas le concept moteur central du projet de loi, c'est ces comportements. Donc, et je souhaite le préciser, Madame la Présidente, dans mon esprit, un comportement qui peut faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves, ça inclut bien entendu les violences sexuelles. En fait, je dirais le comportement pouvant faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique est plus large que le concept de violence sexuelle. Donc, j'ose affirmer, Madame la Présidente, qu'il constitue une protection encore plus grande pour nos élèves que le seul concept de violence sexuelle. Ça, je pense que c'est important de le préciser. Je pense qu'on peut très bien affirmer qu'un comportement violent sur le plan sexuel, c'est un comportement à la fois... c'est un comportement qui pose menace ou qui fait craindre pour à la fois une sécurité physique et une sécurité psychologique. Les deux éléments, à mon avis, découlent d'une violence sexuelle. La violence sexuelle, elle pose un risque pour la sécurité physique et elle pose un risque pour la sécurité psychologique. Donc, je tenais à préciser cela. Mais revenons-en donc à ce concept. Pour quelle raison vous souhaitez le biffer? Parce qu'il me semble raisonnable, c'est raisonnable, Madame Hubert, de dire on va protéger nos élèves contre tout comportement qui fait poser un risque pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. Cette définition-là, ou ce libellé-là qui est proposé dans la loi, est aussi accompagné de mesures disciplinaires qui peuvent être données en fonction de cette définition-là et d'informations qui restent au dossier, qui non seulement resteront au dossier, mais resteraient, on va parler au conditionnel, et qui pourraient être transmises d'un centre de service à l'autre
Vérifie combien de temps il reste. Avec aucun délai, là. On ne sait pas les délais, mais ça pourrait possiblement être sur toute une carrière. Et pour nous, cette définition-là, elle était beaucoup trop large parce que il y a des mots comme la personne raisonnable. On sait que les tribunaux ont bien défini ce que c'est la personne raisonnable, là, dans le sens juridique du terme, mais pour monsieur, madame, tout le monde, et particulièrement pour le personnel qui œuvre dans les écoles, quelqu'un de raisonnable, est-ce que ça aura les mêmes critères? La même chose pour le mot raisonnablement craindre. Je peux craindre pour toutes sortes de raisons et il peut y avoir des actes isolés. Puis je vais donner des exemples qui peuvent sembler banals, mais qui nous semblaient pouvoir être visés par ça et que ça couvrait trop large. Par exemple, une enseignante qui, sur la cour d'école, pendant qu'elle surveille, de loin, quelqu'un la verrait en train de tirer un élève par la manche, par le capuchon du manteau, peu importe. Qu'on entendrait des cris, par exemple. Évidemment, tous ces éléments-là peuvent être des comportements répréhensibles, on s'entendra. Mais dans quel contexte et est-ce que ce sont des sujets, on pourrait dire, bien, moi, ça me fait craindre pour la sécurité des élèves, il y a des comportements qui me font douter, et là, ça a les impacts de l'article 5 où ça reste dans notre dossier, que ces informations-là sont communiquées. On peut avoir des mesures disciplinaires en vertu d'une définition qui couvrait tellement large, et c'était un peu la crainte qu'on avait, que ça ouvre à toutes sortes de situations et qu'on perde finalement l'idée de protéger contre des violences, puis Monsieur le ministre, vous parliez des violences à caractère sexuel, bien, qu'on noie un peu le poisson avec d'autres types de comportements, c'est peut-être pas ceux-là qu'on veut viser en tout premier lieu. Et pour les violences sexuelles, bien que ça soit inclus dans ce qui est mentionné dans la loi, pour nous, ça nécessite autre chose parce que les jeunes victimes de violences, elles l'ont dit à plusieurs reprises, je pense notamment au groupe La Voix des jeunes compte. Elles parlent beaucoup aussi d'être accompagnées dans le milieu, d'avoir les bonnes ressources qui sont adéquatement formées. Et ça, en ce moment, même le projet de loi actuel ne couvre pas ces situations-là. Madame Hubert, il me reste 20 secondes. Oui. Il me reste 20 secondes. Vous êtes donc opposé à ce que les clauses d'amnistie demeurent au dossier. Vous souhaitez que ces fautes disparaissent du dossier après un certain temps. C'est exact. C'est pas ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a présentement... Oui, d'accord. Merci. Allez-y, Mme Hubert. Je vous remercie. Merci, Mme Risky. Ce qu'on a dit dans notre mémoire, c'est que il y a un autre projet de loi en ce moment à l'étude, qui est le projet de loi 42, qui vise particulièrement ça, les travailleurs, travailleuses. Et pour nous, en ce moment, plutôt que de faire deux régimes distincts dans deux systèmes parallèles, on pense que le projet de loi 42, présentement à l'étude, qui visera tous les travailleurs et travailleuses du Québec, dans tous les milieux de travail, on pourra se fier à ça et on verra les recommandations que la FAE pourrait vouloir faire si elle dépose un mémoire. On verra ce qui sort de ces travaux-là. Mais pour nous, ce n'est pas de dire qu'on est contre. On dit seulement qu'il y a une autre tribune présentement qui pourrait viser la même chose et on ne voudrait pas que deux systèmes parallèles s'installent et qu'il y ait... Excusez-moi de vous interrompre. Voilà. Mais vous êtes conscient du fait que 42, ce n'est pas le même concept. 42 porte sur violence physique et psychologique, alors qu'ici, on parle de tout comportement pouvant menacer la sécurité physique et psychologique. Dans le cas du projet de loi qui est devant nous, le concept est plus large que le seul concept de violence physique et psychologique. On protège les élèves contre tout comportement pouvant mettre à risque la sécurité physique ou psychologique et on souhaite que ces comportements restent inscrits au dossier des personnes. Donc, de vous rabattre sur 42, c'est limiter, je dirais, la protection des élèves parce que le concept du projet de loi qui est devant nous est plus large, protège mieux les élèves, puis pour des raisons évidentes, c'est que ce sont, dans bien des cas, des personnes mineures qui sont sous l'autorité de toutes sortes de... Alors, vous comprenez la distinction. Moi, je pense que 47 protège beaucoup mieux les élèves et c'est pour ça qu'on a un régime distinct pour les élèves dans le projet de loi 47 qui est devant nous. Pour nous, il y a aussi l'article 26 de la loi par rapport aux profs qui va venir encadrer aussi particulièrement les fautes et qui il laisse des traces puisqu'il y a un registre prévu
il y a quelque chose de prévu pour les enseignantes et enseignants là aussi qui sont déjà en place. Donc, on pensait que 42, combiné à ce qui existe déjà, était suffisant et de ne pas créer, je le répète, 2 systèmes parallèles pour les mêmes travailleurs. Merci, Mme Hubert. Madame la députée, oui. Vraiment de clarifier. Là. Bonjour, bienvenue avec nous. Merci aussi pour la clarté de votre propos dans votre mémoire. C'est très détaillé. Puis, je ne vais pas mettre des mots dans votre bouche. Ma compréhension de ce que vous venez de dire, c'est que l'objectif ultime, c'est que les 2 lois s'arriment pour ne pas avoir, par exemple, un doublon, mais qui serait contradictoire. Est-ce que j'ai bien résumé le propos? Ça pourrait aussi être un des problèmes qu'on verrait, c'est clair. Puis l'autre chose, c'est que l'article qui était proposé sur la caducité des mesures disciplinaires dans le Code du PL 47 est attaché à une définition qu'on jugeait, de notre point de vue, qui ouvrait sur l'arbitraire, qui ouvrait sur toutes sortes de situations qui pourraient être interprétées. Et pour nous, ça ne nous semblait pas souhaitable de dire que toutes ces mesures-là, basées sur un concept qui nous semblait arbitraire, puissent rester indéfiniment dans le dossier. On n'était pas à l'aise non plus avec cette partie-là de l'article de loi. Donc, les 2 ensemble, on a recommandé de se rabattre sur l'article 40, le projet de loi 42, effectivement. Puis, moi, ma compréhension, aujourd'hui, on se réunit dans un projet de loi qui fait suite à tout ce qu'on a entendu en matière de violence à caractère sexuel, bien que le projet de loi, à mon grand étonnement, ne parle pas de violence à caractère sexuel. Je pense que ça vaudrait la peine peut-être de le préciser aussi quelque part dans la loi, parce que tantôt, on parlait de violence physique pour le PL 42 de M. Boulet, mais ici, moi, je me permets de faire un exemple, là. Dans ce qu'on appelle le moindre inclus, là, ou le plus physique, moi, ça inclut aussi les violences sexuelles. C'est pas mal physique. Je m'excuse de le dire ainsi, là. Donc, mais je voudrais juste que... On dirait qu'on n'a peut-être pas la même... on dirait qu'il manque peut-être une précision dans le projet de loi pour qu'on parte tous sur le même pied d'égalité en matière d'information, puis qu'on se dise, il y a aussi les violences sexuelles, là, qu'on essaie de parler là-dedans. Là. On peut l'ajouter? Parce que j'ai l'impression que... OK, parfait, parce que sinon, on ratisse... J'ai l'impression qu'on ratisse tellement large, mais qu'on... Il y a quelque chose qu'on ne parle pas, là. Ou quelque chose comme Oui, ça. Mme Tardy? Mais on ratisse large, c'est ça qu'on a l'impression que ça ne cible pas les véritables comportements qu'on veut cibler. C'est notre crainte que ça se perde à travers ce libellé-là. Parce que j'imagine que si c'était la plainte au ministre, on ne veut pas que ce soit toutes sortes de plaintes qui se rendent un à vous. Là. On veut évidemment les plus importantes, là, les fautes dérogatoires, les fautes graves. Là. C'est ça ma compréhension. Vous, Mme Hubert? Bien, je vais réagir sur autre chose parce qu'on parle de violences physiques et on les associe nécessairement à violences sexuelles, mais les violences sexuelles peuvent aussi être d'ordre psychologique, Absolument. particulièrement quand on s'adresse à la diversité sexuelle, l'identité de genre et tout ça. Donc, il ne faut pas faire l'équation que les violences physiques et sexuelles, ça va nécessairement de pair. Il peut aussi avoir de la violence psychologique dans les violences Mais dans à caractère violence, sexuel. Si on parle de violence, là, ça inclut toujours physique et psychologique. D'après ça, on peut les caractériser de sexuels. Moi, c'est comme ça que je le voyais dans mon esprit. Là, donc, parfait, là, on a éclairé. Je pense que là, on est tous... On comprend mieux, je pense, la portée du propos. L'objectif, c'est pas qu'on ait des régimes parallèles. Puis je pense, dans le mémoire aussi, ce que vous en faites mention, il y a le mécanisme du protecteur national de l'élève, il y a la loi sur l'instruction publique, et je pense que si j'ai bien compris, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on multiplie les procédures, parce que sinon, la victime ou la personne qui veut dénoncer, en donné, elle ne sait plus vers quelle porte frapper, là, si j'ai bien compris. Il faudrait peut-être recentrer, puis vraiment être très clair là, comme chemin. Exactement. Suite au rapport sur la gestion des inconduites sexuelles, on se rend compte justement que parfois ça a été mal géré ou ça s'est perdu, ça ne s'est pas rendu au bon endroit. Donc, on ne veut pas multiplier. Parfois, c'est au centre de service scolaire, parfois, c'est au ministre. Ça peut être le protecteur national de l'élève. Les intervenants précédents l'ont dit aussi. Eux autres, ils ont plus visé, il faudrait faire un guide pour toutes les façons, puis c'est quoi le chemin. Fait que nous, on dit, moussons ce protecteur-là pour que ça passe par là. Ce sont des personnes qui sont habilitées pour regarder les différentes plaintes et les envoyer soit aux ressources humaines ou au ministre. Fait que pour nous, c'est un processus qui est très clair et qui doit être utilisé de façon efficace. Ça aurait été mieux d'avoir une loi cadre, là, comme ça, on partait... Ça aurait été pas mal plus clair pour tous, là. Bon, alors... on pense qu'une loi cadre doit compléter.
Une loi cadre devrait compléter? OK. La loi sur l'instruction publique mentionne clairement qu'on couvre les élèves âgés de 18 ans ou 21 ans lorsqu'on parle d'une personne avec un handicap. Or, le projet de loi ne vise que les mineurs. Nous, on est d'avis qu'on devra l'étendre aussi pour couvrir aussi les adultes là, qui sont dans les établissements. Ça, est-ce que vous êtes d'accord? OK. Puis, On représente des gens qui sont aussi à l'éducation des adultes, à la formation professionnelle. Donc, pour nous, il faut que tout le monde puisse apprendre, peu importe son âge, là, dans un climat qui serait sain et sécuritaire pour les apprentissages, quels qu'ils soient. qui sont en Outaouais. Puis tantôt, je donnais un exemple en matière de vérification des antécédents. En ce moment, ça ne couvre que qu'est-ce qui se passe au Québec. Donc, par exemple, si on a un enseignant qui est en Ontario et qu'en Ontario a commis une infraction, puis décide de traverser puis s'en venir travailler au Québec, en ce moment, la vérification telle qu'elle est faite là, passe sous le radar là, parce qu'on ne pourra pas voir ses antécédents ou une cause d'empêchement si c'est fait en Ontario, la manière que c'est fait présentement. Et en ce moment, le PL 46, qui sera à l'étude détaillée jeudi, qui vise les services de garde, eux sont allés, c'est dans la loi, ça doit être fait aux 3 ans. C'est pas dans un code de vie, là, c'est dans une loi. Aux 3 ans et au renouvellement 6 mois avant la date de fin. Et on regarde aussi les empêchements qui ne sont beaucoup plus larges parce qu'on parle de personnes vulnérables. Est-ce que... là, allez-y, Mme Hubert. Là-dessus, on ne voudrait pas vous contredire. Là, OK. parce que l'article 258.1, puis là, je vais trahir mon âge, ça nous dit bien que pour l'application des dispositions de la loi, là, l'article 258.1, la déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger. OK. Une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l'étranger. OK, moi, dans mon guide, ça me dit uniquement Québec. Peut-être que c'est le guide du ministère de l'Éducation. OK. Puis nous, dans notre mémoire, peut-être pour faire du pouce aussi là-dessus, on recommandait pour faciliter le travail des différents employeurs, là, centres de services, que l'information puisse être centralisée, qu'on mette des ressources à un endroit. Là, on proposait la Sûreté du Québec, mais ça pourrait être ailleurs, mais que les centres de services scolaires n'aient pas à se poser de questions à qui je peux faire appel, à quel corps policier, est-ce que je fais affaire à une firme en particulier ou peu importe. Donc, on proposerait de centraliser le processus à un seul endroit qui permettrait peut-être, l'idée d'un guichet unique, encore une fois, qui permettrait peut-être d'être plus efficace et que personne ne s'y perde dans le processus. Là. En ce moment, dans le guide actuel, c'est vraiment marqué... là, je comprends, la loi dit une chose, mais le guide, où est-ce que les policiers utilisent, là, c'est vraiment marqué infraction pénale ou criminelle commise au Québec. Alors, on va s'assurer peut-être que ce soit la même chose partout, parce que de toute évidence... Puis là, vous voudriez que ce soit la Sûreté du Québec. J'ai peut-être un petit bémol, je vous l'explique brièvement. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a quand même des ressources, SPVM, des différents corps de police partout au Québec qui peuvent le faire, puis aussi des organismes privés qui le font, qui ont accès aux banques de données. C'est que ça nous permet d'en faire beaucoup plus. Et étant donné que l'école, il n'y a pas juste des enseignants, moi, je pense qu'il faut s'assurer que tous les adultes qui sont en contact avec les élèves on fasse cette vérification des antécédents. Là. Donc, c'est sûr que si c'est seulement la Sûreté du Québec, on risque de limiter les ressources pour faire quand même une grosse tâche là, de vérification. Là. Ce qu'on avait compris, c'est que dans le rapport d'enquête à portée générale, c'était un des problèmes, cette vérification-là, qui partait de différentes sources. Donc, on pensait que centraliser la chose serait une façon aidante, mais bon, peut-être que ce serait d'arrimer, parce que je me rends compte que peut-être qu'ils n'ont peut-être pas la même façon de travailler, mais ils devraient tous consulter les mêmes banques de données. Là. Parce que là, moi, c'est marqué ici seulement Québec, mais vous me dites le Canada aussi. Merci de nous éclairer. Je me suis plus intelligente grâce à vous. Il me reste combien de temps? Ah, mon Dieu, ça va plus vite. Désolée. Là, tantôt, on a parlé avec les directions d'établissement des exemples concrets de qu'est-ce qui est un comportement déraisonnable. Juste par précision, j'imagine que si on commence à communiquer des exemples concrets, c'est basé sur la jurisprudence avec ce qu'on appelle des décisions, des arrêts. Là. Donc, pas par exemple une nouvelle décision qui vient de sortir, mais qui peut être contestée. Alors, est-ce que ce serait vraiment d'aller avec des exemples concrets, mais de jurisprudence précise pour donner vraiment à tout le monde au Québec là,
Oh, mon Dieu. Effectivement, il faudrait trouver des critères qui répondent à la jurisprudence pour éviter, encore une fois, une multiplicité d'interprétations puis de difficultés de comprendre de quoi on parle. Donc, effectivement, particulièrement la Cour suprême, là, sur le rôle modèle et sur les Merci actes. Est-ce que Bernard, tu beaucoup. me donnes C'est 30 malheureusement tout le temps qu'on a pour cet échange. C'est parce qu'on va empiéter sur le temps de Madame la députée de... Merci, qui dispose de 4 minutes. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Il y a quand même quelque chose que je veux préciser, que le ministre a dit beaucoup. Il dit, on parle des violences, donc ça inclut aussi la violence sexuelle, oui, dans le sens commun. Mais moi, connaissant le ministre, je le sais, il aime ça nommer un chat. Donc, violence sexuelle, il faut le dire que c'est violence sexuelle. Même dans le rapport Bâtir la confiance, c'est important de dire violence sexuelle, puis de le mentionner. On pourra l'ajouter. Exact, c'est ça. Donc, je vois qu'il y a des choses qui vont avancer dans le projet de loi. Il y a de l'ouverture parce que, surtout, pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut pas traiter la violence sexuelle de la même façon que n'importe quelle sorte de violence. C'est pas les mêmes mécanismes qui s'enclenchent et tout ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose... on évolue alors qu'on n'a même pas commencé à étudier le projet de loi. Tant mieux. Je voulais vous demander... J'ai perdu ma page. Est-ce que... Parce que vous dites dans la recommandation 4 de vous recommander de biffer totalement comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves, parce que c'est trop vague, c'est trop large. Si, par exemple, on allait ajouter dans la loi des spécifications que j'ai pris de l'article, en tout cas dans plusieurs articles de la loi sur le protecteur national de l'élève. Puis là, lui, ce qu'il dit, c'est notamment sur le racisme, la discrimination, sur la réalité des Autochtones et sur les violences à caractère sexuel, ainsi que toute autre matière que le ministre détermine. Évidemment, là, je prends quelque chose d'un article. Si on venait définir comme ça, est-ce que vous acceptez de ne pas biffer puis d'ajouter ces éléments-là ou vous préférez biffer pour pas... et non pas préciser? Votre recommandation 4. Dans l'entièreté du projet. Ce sont des définitions qui pourraient peut-être être plus bienvenues dans une loi cadre si on veut parler de violence à caractère sexuel, mais assurément, si on veut, dans le projet, avoir des définitions, il faut qu'elles soient le plus claires possible. Je pense notamment à 258.01, qui pourrait être créé par l'article 3 du projet de loi. Plus on sera clair sur ce dont on parle, plus ce sera facile pour les gens de le comprendre, plus ce sera facile d'appliquer. Donc, oui, des définitions plus claires, mais de là à dire que ça remettrait en question, puis qu'on serait d'accord avec l'ensemble de l'œuvre si la définition était plus claire, là, j'irais pas jusque-là parce qu'on demeure convaincu qu'il y a des choses qui devraient passer par la loi, le projet de loi 42 qui est aussi à l'étude, puis on pense qu'il y a des choses qui sont déjà prévues par l'article 26, puis que c'est pas nécessaire de faire tout ça non plus, mais assurément, personne ne va souffrir de définitions plus explicites. Puis, on parle beaucoup, puis le projet de loi se concentre là-dessus sur les violences prof-élèves, ou en tout cas adultes, personnel scolaire élèves. Mais il y a beaucoup, puis les statistiques le démontrent, de violences entre les élèves. Ça, est-ce que le projet de loi n'en parle pas? Est-ce qu'il y aurait matière à préciser un peu plus puis parler de cet aspect-là quand c'est des mineurs avec mineurs? Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un plan de lutte à l'intimidation qui existe dans la LIP depuis plusieurs années. Et ça aussi, ce qu'on nous rapporte souvent, c'est que c'est sous-utilisé dans le milieu scolaire. Pourquoi? Parfois, on n'applique pas les sanctions qui sont prévues ou on banalise la situation, on résume ça à un conflit entre élèves. Les sanctions sur l'élève fautif font en sorte que les jeunes qui ont été victimes sont encore en contact avec ces élèves-là. Donc, il y a quelque chose dans la loi qui existe déjà à l'heure actuelle, mais on fait le constat
que c'est pas efficace. Donc, il faudra se pencher peut-être sur comment on applique ça et pourquoi c'est pas efficace en ce moment, ce qu'on a. C'est ça. Tu sais, on nous a parlé de peut-être manque de leadership des fois. Bien, comment est-ce qu'on peut s'assurer? Merci. Ouais, C'est ouais. Bien, malheureusement tout le temps que nous avions. Donc, Mme Hubert, Mme Tardy, Mme Lebrun et M. Cloutier, merci beaucoup pour votre contribution à nos travaux parlementaires. Je suis désolée pour la température. On a dû procéder à un remplacement de pièces majeures qu'on me dit. Alors, tout devrait être rétabli dans la journée de demain. Alors, désolée pour les inconvénients et je suspends les travaux jusqu'après les avis touchant les travaux des commissions. Merci à tous.